Très bien. Alors, donc là, je suis contente de vous retrouver encore une fois donc à travers la page Qraya Fdar. Alors aujourd'hui, on va passer à un nouveau module. Donc, on a terminé avec le module consolidation et regroupement d'entreprises qu'on a vu lors des 3 dernières séances. Donc maintenant, on va passer au module normes comptables internationales, donc les normes IAS-IFRS. Donc ça se rapproche un petit peu du premier module, mais donc là, on va traiter les normes, traiter les normes d'une manière plus détaillée. Donc, mais alors aujourd'hui, la première séance consacrée à ce module sera donc plus une introduction aux normes comptables IFRS et on va aussi traiter la toute première norme qui est parue en 1973 et qui concerne la présentation des états financiers. Très bien. Donc, déjà, donc, pourquoi aujourd'hui les entreprises optent pour un référentiel comptable international? Pourquoi les entreprises convergent vers un seul modèle comptable? Donc, quels sont les objectifs de cette normalisation comptable? Eh bien, premièrement, c'est que cette normalisation comptable va permettre aux entreprises de fournir une information comptable compréhensible et pertinente et aussi comparable entre les différentes entités dans différents pays. Alors, maintenant, cela va servir principalement les investisseurs. Donc, un investisseur qui choisit donc d'investir dans une société, il a besoin donc de connaître la situation financière de cette société. Ben, il n'y a pas mieux que le référentiel comptable international qui pourrait donc lui fournir une information le plus proche possible de la réalité économique. Parce que le référentiel comptable IFRS, il faut retenir un principal objectif qui est de fournir une information économique, en fait de privilégier l'information économique. Alors, et aussi, donc, c'est pas que les investisseurs qui seront servis, mais aussi la gouvernance de l'entreprise. Parce que le fait de produire un reporting selon donc ce référentiel comptable international va permettre de présenter donc à la gouvernance une information très pertinente et très proche de la réalité économique. Donc là déjà, donc à travers ces différents points, vous avez donc pu constater qu'il y a quand même des divergences, donc que ces normes comptables internationales apportent certaines nouveautés et certaines divergences par rapport au référentiel existant, notamment le référentiel marocain. Donc, quels sont ces points de divergence? Alors, principalement, donc, il y a le recours à l'actualisation. C'est une notion qu'on retrouve dans ce référentiel comptable international, mais qu'on ne retrouvait pas dans les référentiels existants, en l'occurrence le référentiel en fait marocain. Et donc cette actualisation, ça rejoint l'idée du fait de se rapprocher de la réalité économique. Ben, c'est la même chose parce que en fait, le fait de présenter, en fait, de privilégier donc ce principe d'actualisation va nous permettre de présenter une information comptable proche de la réalité économique. La même chose aussi pour l'évaluation à la juste valeur. Donc ça aussi, il est privilégié dans les principes comptables apportés par les normes IAS-IFRS et qu'on ne retrouve pas dans les principes comptables classiques. L'exigence aussi d'une information très complète dans l'annexe
Donc là, vous allez me dire que, par exemple, dans les comptes marocains, on a aussi l'éthique qui présente donc des informations complémentaires, mais je vous dirais aussi que les annexes, elles sont beaucoup plus riches en termes d'informations. Donc, les annexes, conformément donc aux normes comptables IAS-IFRS, sont encore plus riches et présentent des informations plus détaillées. Alors, il y a aussi donc l'intangibilité du bilan d'ouverture. Ça, c'est un principe qui est indiscutable dans les normes marocaines. Mais là, il n'y a pas de mention claire de pouvoir donc interdire donc le fait en fait revenir donc aux à nouveau donc pour les corriger. Alors le principe de la compensation aussi, donc il n'y a pas de compensation commencée, il n'y a pas de compensation en normes comptables marocaines, mais là le principe là, il peut être donc, on peut déroger à ce principe-là dans certaines normes comptables internationales. Là aussi, donc, une divergence qui est très remarquable, c'est l'adoption donc de l'approche, et d'ailleurs, donc c'est ce qu'on vient de dire, donc c'est l'adoption de l'approche économique au lieu de l'approche patrimoniale. Donc, on privilégie plus donc l'évaluation à la juste valeur, l'actualisation, donc au lieu de se limiter donc à la valeur historique dans les comptes. Et donc là, il y a aussi donc la primauté de la réalité économique sur l'apparence juridique, tout simplement parce que dans le référentiel marocain, on est contraint par les lois fiscales et juridiques. Donc, nos principes, en fait, nos traitements comptables sont limités par la législation en vigueur. Mais alors, pour les comptes IFRS, donc, on n'a pas cette contrainte. Donc, il n'y a pas de texte de loi, il n'y a pas de texte de réglementation fiscale et juridique qui va nous limiter. Mais le seul objectif, c'est de privilégier l'information qui va refléter plus la réalité économique. Donc, ça va être vraiment donc l'objectif de refléter les comptes tels qu'ils sont actuellement, donc la situation actuelle des comptes, et on ne sera pas donc limité par des textes et des lois. Alors, donc là, je vais citer quelques termes qui reviennent assez souvent dans ce contexte-là et on ferait bien donc de les connaître ou de les rappeler surtout. Alors, on parle assez souvent du IASB. Alors, IASB, c'est une abréviation en anglais. Donc, c'est le Bureau international des normes comptables. Donc, il est plus connu sous le nom anglais, donc International Accounting Standards Board, d'où son abréviation, IASB. Donc, c'est l'organe, c'est un organisme international c'est lui qui prépare et qui publie les normes comptables internationales. Alors, l'IASB, donc, il a été créé en 2001, il a remplacé l'IASC qui existait déjà. Et donc, ils ont tous donc la même, en fait, le même rôle qui est donc de préparer les normes et d'élaborer les normes comptables internationales. Il comporte aussi donc un organe de surveillance qu'on appelle IFRS Foundation. Alors, l'IFRIC, c'est alors International Financial Reporting Interpretations Committee. Donc, c'est un comité en fait, c'est ce qu'on appelle le comité d'interprétation de l'IASB. Donc, et avant, donc, on l'appelait les SIC, Standard Interpretation Committee. Donc, alors, si l'IFRIC, alors si l'IASB prépare et publie des normes, alors des fois, la mise en application de ces normes, en fait, elle laisse, en fait, après avoir donc traité ces normes, il y a des points qui ne sont pas explicites dans les normes et qui donc en fait ils sont sujets à des interprétations.
Alors, c'est l'IFRIC qui va nous apporter les éclaircissements et les compléments d'informations et les interprétations nécessaires pour bien appliquer une norme. Donc, l'IFRIC, elle vient toujours, l'IFRIC, c'est pas une norme, mais on trouve, en fait, par exemple, si une interprétation est sortie par ce comité-là, elle s'appelle IFRIC. Donc, comme on a IAS 1, IAS 2, IAS IFRS 3, et bon, comme on a les IAS IFRS, on a aussi les IFRIC. Donc, IFRIC 1, IFRIC 2, IFRIC 3. Et chaque IFRIC, elle vient compléter les dispositions d'une norme qui existe déjà. Donc, après, donc, voilà, donc les normes, quand on parle de normes IFRS, on parle aussi de normes IAS. Donc, avant, c'était IAS, International Accounting Standards. Et puis, après, on l'a nommé International Financial Reporting Standards. Donc, c'est finalement, que ce soit IAS ou IFRS, ce sont les normes qui, en fait, qui vont nous dicter comment on va traiter les comptes selon ce référentiel comptable. Voilà. Alors, est-ce que vous me suivez? Donc, alors là, voilà. Alors, donc là, c'était juste donc une petite introduction que je voulais quand même faire avant de passer donc à notre première norme qui est l'IAS 1. Donc l'IAS 1, c'est la plus vieille, c'est la norme la plus vieille, la plus ancienne, qui est apparue en 1973. Et donc cette norme, donc, qui s'appelle IAS 1, présentation des états financiers, c'est elle qui prescrit la base de présentation des états financiers. Donc, si on veut préparer un reporting selon les normes comptables internationales, la première chose, on doit connaître cette norme pour voir qu'est-ce qu'il faut présenter. Parce qu'il y a donc, alors après les autres, c'est-à-dire les traitements comptables concernant chacun des comptes, ils sont traités par les autres normes. Donc, le contenu du reporting, il est traité selon donc le type de compte par d'autres normes. Mais la présentation générale de ce reporting, elle est traitée dans cette norme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les états financiers en norme IAS-IFRS doivent contenir les 5 étapes suivantes. Donc, le bilan. Donc là, c'est le bilan. Donc, c'est la situation financière à la fin de période. Le compte de résultat. L'état de variation des capitaux propres. Le tableau de flux de trésorerie et les notes annexes. Donc, on va voir chaque état à part. Donc, on va commencer par le bilan. Donc, le bilan, c'est l'état qui décrit les éléments d'actifs et de passifs. Et alors, on doit retrouver au minimum, par exemple, dans l'actif, les rubriques suivantes. Donc, on doit retrouver donc une ligne immobilisation corporelle, les immobilisations incorporelles, les participations des sociétés mises en équivalence, si on est dans un bilan consolidé et qu'on a des sociétés mises en équivalence, donc il faut faire apparaître cette ligne. Les amortissements aussi, les états financiers, les actifs financiers, les stocks, les actifs d'impôt différés et exigibles. Donc, comme on est dans un référentiel IAS-IFRS, donc on évoque cette notion d'impôt différé qu'on doit retrouver aussi dans notre bilan. Les clients, les autres débiteurs et autres actifs assimilés, et bien sûr la trésorerie et l'équivalent de trésorerie, donc les valeurs de placement mobilier. Donc là, c'est pour l'actif. Maintenant, pour le passif, donc on devra retrouver au minimum donc, une rubrique concernant les capitaux propres, donc tout ce qui est réserve, résultat, donc, tout ce qui constitue donc, les capitaux propres. On trouve aussi les intérêts minoritaires si on est dans un bilan consolidé et qu'on a donc des intérêts minoritaires à faire apparaître. Les passifs non courants, aussi donc les fournisseurs et autres créditeurs, les passifs d'impôts exigibles et différés, les provisions pour risques, pour charges et passifs assimilés, et aussi donc si on a une trésorerie négative ou équivalent de trésorerie, donc si on a une trésorerie passive.
Donc maintenant, vous allez me dire, allez, alors, ça aussi, on le retrouve dans notre bilan marocain. Maintenant, donc, il y a aussi une distinction à faire qui est apportée par cette norme entre actifs courants et actifs non courants et qui pourrait, dans certains cas, être différente de la classification qu'on a dans les comptes marocains. Donc, notre classification de nos éléments donc courants et non courants peut être différente de la classification adoptée en normes IAS-IFRS. Donc, d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'un actif, comment on définit un actif courant selon l'IAS 1. Donc, l'actif, pour qu'il soit considéré comme étant courant, il faut qu'il soit réalisé, vendu ou consommé dans le cadre de cycle normal d'exploitation de la société. Ça, c'est une première condition. Ensuite, il faut que cet actif soit réalisé dans une durée ne dépassant pas 12 mois. Donc, le délai, c'est une année. Le délai pour passer du courant au non-courant en norme IFRS, c'est une année. Et aussi, bon, s'il s'agit de trésorerie ou d'équivalent de trésorerie, il est systématiquement classé comme étant un actif courant. Donc, tout autre actif qui ne répond pas à ces conditions est considéré comme étant un actif non courant. D'accord? Alors, la même chose et le même principe est appliqué aussi pour les passifs. Maintenant, alors il y a des exceptions à ce principe-là. Donc, il faut quand même donc, citer ces précisions. Donc, alors les éléments du cycle d'exploitation comme les stocks et les clients, ils sont toujours considérés comme des actifs courants, même s'ils dépassent 12 mois. Donc, des clients dont l'échéance va être supérieure à 12 mois, on va quand même les considérer comme des actifs courants. Et pour les impôts, alors les impôts exigibles, ils sont classés en actifs courants. Les impôts différés, ils sont considérés comme des actifs non courants. La même chose pour les passifs. Donc, les passifs exigibles, les passifs d'impôts exigibles, c'est des passifs courants. Les passifs d'impôts différés, c'est des passifs non courants. Donc, on va faire un cas d'application pour comprendre un peu cette distinction. Donc, on va considérer le bilan d'une société présent au 31/12 de l'année N avant de procéder à cette classification. Il est présenté de cette façon. Donc, un actif immobilisé qui comprend des immobilisations incorporelles à la valeur de 100, des immobilisations corporelles à une valeur de 500, des immobilisations financières à une valeur de 550. Et donc, on a un petit commentaire par rapport à ces immobilisations financières. Donc, on nous dit que, le 1 donc, nous renvoie à ce commentaire. On nous dit qu'il s'agit de participation pour 400 et d'un prêt accordé à une filiale pour 150 qui est remboursable dans 4 mois. Alors ensuite, il y a donc l'actif circulant qui est composé de stocks de marchandises de 400 et de créances clients de 600. Et on nous dit aussi que pour les créances clients qui sont donc alors 100, une partie de ces créances clients, elle correspond à une créance à échéance supérieure à 12 mois. Et puis, donc, on a les TVP à 60 et la trésorerie à 20. Et pour notre passif, donc il y a les capitaux propres. Donc, on a le capital social qui est à 400, on a les réserves à 500, le résultat de l'exercice est de 50, les emprunts à long terme à une valeur de 120. Et dans notre passif circulant, on trouve des dettes fournisseurs de 600, des dettes sociales de 280, des emprunts à court terme de 100. Alors, ces emprunts, on nous dit qu'ils sont remboursables dans un délai de 12 mois. Puis, donc, on a des provisions circulantes de 100. Et ces provisions, elles sont constituées, en fait, suite à un litige avec un salarié. Et la décision du tribunal est attendue dans 5 mois. Et enfin, on a donc notre trésorerie passive de 80. Maintenant, donc, comment on pourra présenter ce bilan en respectant les dispositions de la norme IAS 1? Alors, on va revenir à l'actif.
Donc, l'actif, on a les immobilisations incorporelles. Donc maintenant, on va en distinguer entre actifs courants et actifs non courants. Donc, dans les actifs non courants, on retrouvera les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et dans les immobilisations financières, on ne retiendra que les 400 qui correspondent au titre de participation, à la participation. Maintenant, pour les 150 restantes, ils ne vont plus figurer parmi, parmi l'actif non courant, mais ils vont descendre au niveau de l'actif courant. Et donc, c'est ce qu'on trouve dans la ligne pré-filiale qui est de 150. Donc là, c'est le split, vous l'avez donc remarqué. Donc, on ne garde que les 400 en actif non courant et on fait descendre les 150 en actif courant. Et puis, donc, le stock de marchandises, donc, il va rester donc en actif courant de 400. Les créances clients, même s'il y a une partie dont l'échéance dépasse 12 mois, on a dit qu'on les prend, on les classe en actif courant. Donc, finalement, tous les clients, tout le stock de clients va être classé en actif courant. Et enfin, donc, on a nos valeurs mobilières de placement de 60 qu'on va garder et notre trésorerie aussi qu'on va garder en actif courant. Donc maintenant, dans le passif, donc les capitaux propres donc resteront en fait, il n'y a pas de changement pour les capitaux propres. Donc on a un capital social de 400, des réserves de 500, un résultat d'exercice de 50. Par contre, alors les passifs non courants, c'est la dette à long terme qui est supérieure à 12 mois. Donc, c'est les emprunts à long terme qu'on avait même avant, donc les 120. Ensuite, pour les passifs courants, donc on a notre dette financière, la dette financière qui est inférieure à 12 mois. Alors, c'est là, en fait, on a dit qu'on a des emprunts à court terme de 100. Donc, et ces emprunts à court terme, ils sont remboursables dans 12 mois. D'accord? Donc, ça veut dire que... Alors, on est là, voilà. Donc, ça veut dire qu'on va les classer en passif courant. Et on va rajouter donc à ces dettes financières qui sont à moins de 12 mois, on va rajouter aussi les 80 qui nous viennent de la trésorerie passive. Donc, les 180, c'est les 100 plus les 80. Ensuite, donc, on a notre provision pour risque et charge qui est de 100 et qu'on a dit que c'est un litige qui va être dénoué dans 5 mois, donc moins d'une année, donc il va être classé en passif courant. Et les dettes fournisseurs de 600 et ensuite donc les dettes sociales enfin donc de 280 qu'on gardera toujours en actif courant. Alors, ça se bloque, donc je sais pas comment. Voilà. Donc là, c'était le bilan présenté selon donc la distinction actif courant, actif non courant et passif courant, passif non courant. Alors maintenant, donc, on passe au compte de résultat. Alors le compte de résultat, c'est un récapitulatif des charges et des produits qui sont réalisés par l'entreprise. Donc il faut qu'il soit présenté en ligne, c'est-à-dire en liste, pour pouvoir tracer la succession des opérations et des résultats. Donc, il faut contenir au minimum les produits des activités ordinaires, les charges financières, la quote-part dans le résultat net des sociétés consolidées. Donc, si on est dans un compte de résultat consolidé et qu'on a des sociétés qui sont donc mises en équivalence, la charge d'impôt sur le résultat, le profit ou la perte après impôt des activités abandonnées. Alors, cette ligne, en fait, il y a une norme qui traite ce volet-là par rapport aux activités abandonnées. Donc, si cette norme est appliquée, donc il faut prévoir une ligne dans le compte de résultat appelé profit ou perte après impôt des activités abandonnées. D'accord? Donc, ensuite, on a le résultat avec bien sûr la distinction par groupe et intérêt minoritaire si, comme j'ai dit, on présente un résultat consolidé
et qu'on a donc des intérêts minoritaires à présenter. Alors là aussi, il y a quelques précisions à retenir. Alors là, il faut donc déjà la notion d'élément extraordinaire, elle est différente de la façon dont elle est appréhendée dans nos comptes, dans notre référentiel marocain. Donc, quand on parle d'événements extraordinaires en normes comptables IAS-IFRS, c'est vraiment pour parler d'événements qui sont dus à des catastrophes naturelles vraiment imprévisibles et donc exceptionnelles. Par contre, il y a des éléments que dans nos comptes sont considérés comme étant des éléments non courants, mais qu'on classe par contre en normes comptables internationales, on les retrouve dans notre résultat courant. Donc, je cite un exemple, comme par exemple les plans de restructuration. Donc, en normes, par exemple, marocaines, elles sont considérées comme des charges donc non courantes. Et ben, en normes IFRS, on va les retrouver en résultat opérationnel. Donc là, il y a quand même donc, cette différence d'interprétation de la notion d'éléments extraordinaires. Donc, le compte de résultat, donc là, il faut quand même mentionner donc, que la norme IAS 1, elle nous donne le choix de présenter les charges opérationnelles, soit selon une présentation par nature ou une présentation par fonction. Alors, la présentation par nature, elle est plus ou moins similaire à la présentation classique des comptes de charges. Donc, on va retrouver des lignes, donc achats consommés, variation de stock, frais de personnel, impôts et taxes, dotation aux amortissements, aux provisions, les frais financiers, donc l'impôt aussi, donc sur après, donc finalement, on va retrouver notre impôt sur les sociétés et notre résultat net. Maintenant, si on est dans une approche de présentation par fonction, on va se concentrer, ça va être plus analytique, donc on va se concentrer sur les centres de coûts. Donc, on va présenter donc les charges selon donc coûts de production par exemple, coûts de distribution, frais d'administration, frais financiers et par donc la suite enfin donc là on présente dans les deux méthodes, on présente donc notre impôt sur les sociétés et notre résultat. Donc en fait maintenant cette présentation par fonction, comme vous remarquez, elle fait noyer certaines charges qui ne sont pas donc explicites. Comme par exemple là, de cette façon, donc selon donc cette méthode de présentation par fonction, on ne pourra pas déterminer quel est le montant, par exemple, des amortissements. Et donc, dans ce cas-là, il faudra revenir aux annexes pour fournir plus d'informations. Donc, ça reste quand même une méthode qui n'est pas très claire. En fait, la présentation n'est pas très claire et donc, il faudra compléter en annexe. Là aussi, donc, on va avoir un cas qui va donc nous, en fait, pour mieux comprendre la différence entre les deux types de présentation. Donc, on va prendre une société qui produit 100 pièces au courant de l'exercice. Donc, c'est sa production de l'exercice. Donc, le coût de production, il est de 300 par pièce. Il est composé, donc il est affecté à 180 pour les matières premières et 120 pour le paiement des salaires. Le stock, on va considérer qu'il n'y a pas de stock initial de produits finis et que la société a vendu 85 pièces durant l'exercice. Et le prix de vente est de 380 par pièce. Et là, on nous demande de présenter ces charges opérationnelles selon donc la méthode, la présentation par nature et la présentation par fonction.
Alors, on va commencer par la présentation par nature. Alors, on va donc partir donc, de notre chiffre d'affaires, donc les ventes de produits finis. Donc, c'est le nombre de pièces vendues fois le prix de vente. C'est 85 fois 380, ce qui nous donne 32 300. Ensuite, on passe, donc on comptabilise notre variation de stock. Donc, il n'y a pas de stock initial. Donc, finalement, le stock, c'est les 15 unités restantes qui n'ont pas été vendues fois le coût de production, donc fois 300, ce qui nous donne 4 500. Et maintenant, on passe à la présentation des charges. Donc, on a nos achats consommés de matières premières. On a dit que dans le coût de production, il y a 180 qui ont été affectés aux matières premières. Donc, c'est 180 fois le nombre de pièces, fois la quantité produite. Donc, c'est 100 fois 180, ce qui nous donne 18 000. Et les charges du personnel aussi. Donc, c'est 120 fois 100 qui donnera donc le montant des charges de personnel à comptabiliser. Et donc, on a un résultat d'exploitation, un résultat opérationnel de 6 800. Donc là, c'est une présentation par nature. Maintenant, si on veut présenter les mêmes comptes par fonction. Alors, on a donc le chiffre d'affaires, donc en fait, c'est la même présentation. Donc, les ventes, donc c'est 85 fois 380. Par contre, là, le chiffre d'affaires, donc il va être diminué des coûts de vente dans leur totalité. Donc, on ne va pas présenter par nature. Donc, c'est c'est les coûts de vente qui vont être présentés dans leur totalité. Donc, c'est 85 qui est le prix, qui est le nombre d'unités vendues fois le prix de vente total. Plutôt fois alors là, c'est le coût. Donc, c'est le coût de production qui est de 300 fois les 85 qui se rapporte à la quantité donc vendue, qui est donc de 25 500. Et directement, donc là, on peut dégager notre résultat d'exploitation qui est de 6 800. Donc, vous remarquez très bien que là, on n'a pas de détail. Donc, le détail, il est fourni dans la présentation par nature. Voilà, alors, est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si je vais un peu vite parce que bon, là aussi, je suis contrainte par le temps. Donc, je veux quand même qu'on voit toute la norme donc, aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'avance un petit peu à un rythme assez accéléré. Mais je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Alors, donc on passe au tableau de variation des capitaux propres. Donc là, le tableau de variation des capitaux propres, c'est un état qui va nous permettre de retracer le passage des capitaux propres de notre solde d'ouverture, donc le solde de l'exercice précédent, et retracer les différents flux qui ont eu lieu sur les capitaux propres au courant de l'exercice pour se retrouver avec un solde de clôture. Donc là, c'est le cadrage qui est opéré au niveau de cet état. Donc, il doit comporter, bien sûr, donc, cet état doit comporter présenter donc le résultat net de la société et aussi donc les différents profits et pertes qui sont pas comptabilisés directement en contrepartie du résultat, mais qui sont comptabilisés en capitaux propres dans d'autres comptes. Et là, c'est par rapport à certaines normes, parce qu'il y a des normes qui en fait, il y a des principes qui sont apportés par certaines normes qui traitent, en fait, qui exigent de comptabiliser certains impacts, pas en contrepartie du résultat, mais sur, par exemple, des réserves ou des variations donc, de juste valeur, donc sur d'autres éléments de capitaux propres. Donc maintenant, pour retrouver donc le flux de l'exercice, donc c'est le A plus B. Donc le total des profits et des pertes de l'exercice, c'est A plus B. Et aussi, donc bien sûr, si on est dans des comptes consolidés, il faut aussi distinguer entre la part des minoritaires et la part du groupe.
Et bien sûr, donc si, comme on a dit, bon, il y a toujours lieu de corriger, de passer des corrections d'erreurs dans les normes comptables internationales. Donc, s'il y a des changements de méthode ou des corrections d'erreurs qui font donc que le résultat va changer, donc va être impacté, ou là, les capitaux propres vont être impactés, plutôt les capitaux propres qui vont être impactés, donc il faut aussi les intégrer. Donc, tout impact de changement de méthode ou de correction d'erreurs doit être aussi pris en compte dans le tableau de variation des capitaux propres. Alors, le quatrième état à présenter, c'est le tableau de flux de trésorerie. Alors, le tableau de flux de trésorerie, c'est en fait, c'est l'équivalent du tableau de financement qu'on a dans nos liasses comptables marocaines. Alors, normalement, il y a une norme qui traite uniquement le tableau de flux de trésorerie, c'est la norme IAS 7. Donc, le contenu des informations à fournir et comment donc préparer ce tableau de flux de trésorerie, ça, il est traité au niveau de la norme IAS 7. Maintenant, donc l'IAS 1, elle nous dit que voilà, il y a un état qu'il faut donc présenter dans votre reporting qui s'appelle l'état de flux de trésorerie. Mais il faut donc déjà, elle nous dit aussi que ce tableau de flux de trésorerie, il permet donc de classer les flux selon trois types de flux. Donc, les flux opérationnels, les flux d'investissement et les flux de financement. Donc, les flux opérationnels, c'est les principaux encaissements et décaissements qui proviennent de l'exploitation, qui proviennent de l'activité ordinaire et qui génèrent des produits pour l'entreprise. Alors, les flux opérationnels, si on les calcule, donc ils vont nous permettre de mesurer le niveau de flux dégagé par la société et sa capacité à maintenir et en fait, à rembourser ses emprunts, à verser ses dividendes avant même de passer aux autres flux. Donc déjà, est-ce que cette société, rien qu'à travers ses flux opérationnels, pourra donc assumer, donc rembourser ses emprunts, verser ses dividendes et donc sans recourir à des sources externes de financement. Donc, je cite quelques exemples de flux qui sont classés parmi les flux opérationnels. Donc, c'est principalement les entrées de trésorerie qui proviennent des ventes de biens et de prestations de services, donc, qui rentrent dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Les sorties de trésorerie pour payer des fournisseurs de biens et de services. Les entrées aussi de trésorerie qui proviennent des redevances, des honoraires, des commissions ou autres produits. Et alors, les flux d'investissement. Donc, les flux d'investissement, c'est la deuxième catégorie de flux. Ils sont liés à l'acquisition, la cession des actifs à long terme. Donc, que ce soit des actifs corporels, incorporels ou aussi des prises de participation dans d'autres sociétés. Donc, comme exemple, on va citer les sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'immobilisation, donc que ce soit corporel ou en incorporel. Donc, le montant d'acquisition va être classé en flux d'investissement. Les sorties de trésorerie, par exemple, qui sont effectuées pour l'acquisition d'instruments, donc de capitaux propres pour d'autres sociétés, c'est-à-dire dans le cadre des prises de participation dans d'autres sociétés. Les flux de financement, donc par contre, c'est la troisième catégorie qu'on retrouve dans un tableau de flux de trésorerie. Donc, c'est les flux qui sont liés à l'évolution des capitaux propres. Donc, c'est tous les mouvements, tous les flux qu'on retrouve dans la partie capitaux propres, que ce soit donc les emprunts et aussi les emprunts et les autres financements. Donc, que ce soit des augmentations de capital, des recours à des emprunts, des remboursements d'emprunts de financement. Donc là, c'est les flux qui rentrent dans cette catégorie.
Et donc là, comme exemple, donc on a les entrées de trésorerie qui proviennent de l'émission d'actions ou des instruments de capitaux propres. Donc on a vu donc, mais qui sont donc relatifs, c'est-à-dire c'est ce qu'on, si on fait donc une augmentation de capital, donc ça va donc ce qui va être donc libéré donc va être présenté à ce niveau-là. Aussi des sorties de trésorerie pour rembourser les emprunts. Donc si donc on a des tirages ou des remboursements d'emprunts, donc il faut les intégrer en flux de financement. Alors, maintenant, voilà. Donc, après, donc, il y a les notes annexes. Alors, c'est des notes explicatives qui doivent normalement indiquer des compléments d'information et qui sont imposés par les normes. C'est-à-dire que si on revient au texte de normes qui sont publiées, donc il y a les dispositions de la norme, c'est-à-dire si on traite par exemple les immobilisations corporelles, donc, il y a le texte de la norme qui va nous décrire comment on doit traiter et comptabiliser les immobilisations corporelles. Et à la fin du texte, on a quelles sont les informations à présenter en annexe relatives à cette norme. Donc, chaque norme, à la fin, donc, on a un paragraphe qui nous précise quelles sont les informations à présenter en annexe. Donc, finalement, les notes annexes, elles vont récapituler l'ensemble des informations relatives donc aux normes appliquées. Et cela est très en fait, ça va donc compléter et étoffer encore plus le reporting par des informations qui sont donc utiles aux investisseurs et aux personnes, donc aux utilisateurs de ces reportings. Alors, la structure généralement d'une note annexe, elle est présentée de la façon suivante. Donc, on commence par une déclaration donc, de la conformité de notre traitement par rapport à la norme en question. Et puis, donc, un résumé de ce qu'on a fait, donc un résumé des méthodes qu'on a appliquées, qu'on a utilisées, conformément bien sûr aux normes. Et ensuite, on va citer toutes les informations sur les éléments présents donc, dans le bilan, dans le compte des résultats ou dans les autres donc, états et qui sont relatifs, en fait, qu'on a donc qu'on a présenté et qui sont relatifs à ces normes appliquées. Bon, alors ça c'était pour donc la partie la première donc norme IAS 1. Donc c'était l'objet de la séance d'aujourd'hui. Alors ensuite donc dans les prochaines séances donc on va en fait ce qu'on va présenter c'est les autres normes, mais on va on va en fait organiser ces présentations sous forme de blocs. C'est-à-dire qu'on va voir les normes qui traitent des actifs non courants. Donc, et on va donc les dérouler, comme par exemple l'IAS 16 concernant les immobilisations corporelles ou encore l'IAS 38 concernant les immobilisations incorporelles ou l'IFRS 16 qui concerne les contrats de location. Et ensuite, on passera donc au bloc des normes qui concernent les actifs et les passifs courants. Donc comme ça, pour qu'on ait donc pour qu'on suive une démarche et pour qu'on appréhende les normes selon donc la présentation qu'on a dans notre bilan et notre compte de résultats. Alors voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Alors là, je suis pour vos commentaires aussi. Donc, le tableau de financement est différent du tableau de flux de trésorerie. Bon, le principe est le même. Après, la présentation, comme j'ai dit, elle est un peu différente. Mais en fait, c'est le cash. Donc, finalement,
Il faut donc retracer les différents flux. Sauf que donc là, en TFT, en tableau de flux de trésorerie, donc on a dit, il y a une classification à respecter. Voilà, donc merci et j'espère vous retrouver en très bonne santé la semaine prochaine, Inch'Allah.